Depuis, je dirais, ma plus tendre enfance, je me rendais compte qu'il y avait, enfin, au moins j'imaginais qu'il y avait des choses qui existaient et qu'on ne voyait pas forcément. J'étais confronté 2-3 fois à des phénomènes, on va dire comme ça, un petit peu extraordinaires. Et j'avais toujours ça en arrière-plan. Mais j'étais plutôt, on va dire, côté cartésien et voilà, je ne me posais pas plus de questions. Dans les années 2000, j'ai eu un changement radical de ma vie, tant professionnelle que privée. Je suis descendu dans le sud et là, j'ai rencontré Nathalie qui était déjà, on va dire, un peu plus au fait de ces phénomènes. En fait, j'ai toujours été une enfant hyper sensible, hyper émotive et je captais les choses des personnes sans savoir si ça leur appartenait, si ça appartenait à eux ou à moi. Donc des fois, je me retrouvais avec des états d'âme très bizarres alors que j'avais rien fait de particulier avant et j'étais vraiment en résonance avec les personnes, même ce qu'elles disaient pas, j'entendais ce qu'elles disaient pas. Et ça a fait partie de ma vie tout le temps, donc pour moi, c'était quelque chose de normal. Il y a des choses que je ne comprenais pas à cause de ça. Au niveau de mes premiers ressentis, c'était à 20 ans. Lors de l'enterrement d'un ami, j'ai entendu qu'il me parlait et je me suis dit, bah, ma fille, tu as une belle imagination. Il y avait toujours le côté cartésien qui prenait le dessus. Un château où j'ai commencé à m'évanouir et j'ai su, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, que dans ce château, il y avait des architectes qui avaient travaillé et ils m'ont dit, quand on a dépioté les murs et on a trouvé des ossements humains dans les murs. Donc j'ai compris après pourquoi je m'étais sentie mal dans cette maison. Il y avait beaucoup de souffrance. Mais au fur et à mesure, il y a eu tellement de choses comme ça que j'ai dû me rendre à l'évidence qu'il y avait quelque chose qui me dépassait. Et puis, il y a eu une grosse remise en question après un divorce assez douloureux. J'ai remis beaucoup de choses en question et j'ai commencé à m'intéresser à l'astrologie, aux rêves, et tout ça a fait un cheminement intérieur qui fait que j'ai compris beaucoup de choses par rapport à ma vie, des choix qui n'étaient pas forcément judicieux, j'ai compris plein de choses et donc ça a commencé à me mettre le pied à l'étrier. De fil en aiguille, nous avons commencé à suivre des stages, notamment sur les esprits de la nature et ensuite sur la géobiologie elle-même et comment intervenir chez les personnes. Lorsque nous sommes venus dans le Lot, après le Sud, où nous avons vraiment commencé là, la géobiologie, nous avions tous les deux une entreprise commerciale, et nous étions de plus en plus, alors pas en désaccord, mais en décalage par rapport à cette activité commerciale. Et vraiment, ça nous posait souci d'y travailler tous les jours. Donc à partir de là, on a commencé vraiment à se poser des questions, à savoir ce que l'on voulait, et ce qui nous faisait vibrer. Et à partir de là, nous avons vraiment décidé de franchir le pas et de mettre donc toutes nos années d'études en pratique et de nous mettre au service des personnes qui avaient X problématiques à régler. Et à partir de là, il y a eu des gens qui nous ont dit « Ah tiens, vos soins c'est bien, est-ce que vous nous enseigneriez pas à faire des soins? Est-ce que vous nous enseigneriez pas? Moi je ressens des choses, je ne sais pas quel mot mettre dessus, est-ce que vous nous enseignerez ?» Donc petit à petit, on a fait des stages en fonction des demandes qu'on a eues, des personnes qu'on avait en soins. Et puis, moi, j'ai fait le programme des stages, en fait. J'ai médité, j'ai demandé, j'ai dit, voilà, comment remplir des stages? Parce que c'est bien beau de faire des stages, mais qu'est-ce qu'on enseigne aux personnes? C'est très, très délicat. Donc, j'ai demandé, et puis, au fur et à mesure, j'écrivais de mes méditations, j'écrivais tout le programme. C'est comme ça qu'on a monté le programme des stages. La première chose que nous utilisons, ce sont nos mains. Tout simplement, donc notre propre ressenti. Nous utilisons ensuite beaucoup les baguettes, donc des baguettes de radiesthésistes, qui nous permettent d'aller directement sur les phénomènes à traiter. Et puis nous travaillons aussi avec le pendule. Donc les baguettes vont directement quand on s'en sert, vont nous permettre de répondre aux questions. Donc principalement oui, non,
pour savoir là aussi après quel phénomène nous avons affaire. Par exemple, si nous commençons à rencontrer un phénomène tellurique comme un croisement de réseau tellurique, une cheminée cosmotellurique, une faille, etc., ou un courant d'eau, les baguettes vont nous permettre de vérifier notre intuition. Puisque avant la vérification aux baguettes, bien entendu, nous avons quand même l'intuition du phénomène rencontré. Et ensuite, lorsque nous devons communiquer avec des âmes humaines que nous rencontrons dans les maisons, c'est aussi à l'aide des baguettes que nous allons confirmer ce que nous ressentons en nous-mêmes, par rapport à leur présence, par rapport à la raison pour laquelle elles sont là, etc. Au préalable, lorsque nous avons les personnes souvent au téléphone, avant le rendez-vous, on leur demande la raison de leur appel, hein, tout simplement pour déjà commencer à cerner les problématiques qu'elles peuvent rencontrer. Ensuite, lorsque nous sommes sur place, on va passer à peu près une petite demi-heure, voire 3/4 d'heure à discuter avec ces personnes pour qu'elles nous fassent un peu le point, le bilan de leur vécu et puis aussi de leur expérience dans la maison, dans leur maison, pour qu'on comprenne pourquoi nous sommes là et qu'est-ce qui, entre guillemets, leur paraît bizarre. Sinon, elles ne nous appelleraient pas. Ce sont souvent des problématiques de mal-être ou de grande fatigue aussi. Donc les personnes, on va dire, ne se régénèrent pas lorsqu'elles rentrent chez elles. Et puis après, ça peut être aussi ce qu'on appelle la loi des séries, c'est-à-dire toute une série d'événements plutôt négatifs, plutôt lourds. Et elles se demandent justement s'il n'y aurait pas une cause finalement plus énergétique de ces événements. Donc lorsque nous avons fait le point avec elles, bien sûr nous leur expliquons comment nous allons travailler, donc comme je disais tout à l'heure, avec les baguettes, pendules, ressentis, etc. À partir de là, nous sortons du lieu et nous allons travailler en commençant par l'extérieur. Donc à partir de là, nous allons dresser la liste de tous les phénomènes que nous connaissons, que nous pouvons rencontrer, pour faire un diagnostic rapide. Lorsque nous avons cette liste de phénomènes, à partir de là, nous allons pouvoir commencer à de nouveau re-rentrer dans le lieu. Et là, nous suivrons les baguettes qui vont nous indiquer les phénomènes un par un, les phénomènes que nous allons rencontrer, donc principalement telluriques, et aussi les phénomènes comme les âmes humaines, les entités non humaines. Et à la fin, nous traiterons donc la mémoire des murs, puisque bien sûr tous les lieux sont marqués par les événements et par les émotions qui ont été vécues dans ces lieux. Pour reconnaître les différents phénomènes que nous rencontrons, c'est-à-dire les phénomènes telluriques toujours, et ainsi que les âmes et les entités non humaines, je dirais comme d'habitude, lorsque nous arrivons dans la pièce ou lorsque nous demandons le phénomène suivant, très souvent nous savons d'emblée ce sur quoi nous allons tomber. Ça, c'est la première chose. Quand on a un doute ou tout simplement pour vérifier ce à quoi nous avons affaire, nous travaillons avec les baguettes. C'est-à-dire qu'avec les baguettes, nous avons les questions, enfin les réponses oui, non. Donc nous nous demandons est-ce une âme humaine, oui ou non, est-ce une entité non humaine, oui ou non. Et en fonction de ça, ensuite, on travaille directement avec le phénomène. Ce qui était très important aussi de savoir, c'est s'il s'agit d'une entité ou d'une âme, de savoir si elle est liée au lieu ou si elle est liée à la personne, enfin un des habitants. Et à partir de là, voir depuis combien de temps cette âme ou cette entité accompagne l'habitant, connaître la cause, c'est-à-dire très souvent le choc émotionnel qui a fait qu'elle s'est accolée finalement à la personne ou au lieu, et voir ensuite ce qu'elle a à nous apprendre. Il faut vraiment partir du principe que tous les phénomènes que nous rencontrons, même si parfois ils sont lourds à supporter, ils sont là pour nous faire avancer. Ça, c'est important. Donc nous allons avoir des choses à découvrir et en fonction de ça, la personne va pouvoir prendre conscience de telle ou telle problématique et pouvoir avancer sur son chemin. Voilà, donc malgré tout, cela reste positif.
Je vais sentir ou sa tristesse, sa détresse, sa colère. Je vais sentir d'abord des énergies comme ça. Et après, donc je peux rentrer en contact avec elle et voir si elle a un message à délivrer ou pas. Je vais arriver à entendre ce qu'elle a à dire. Mais ça va passer, c'est pas, j'entends pas du tout des voix, c'est un profond ressenti qui me traverse et où je peux mettre des mots. Et après, au niveau du passage des âmes, je travaille avec les anges, je fais un canal de lumière avec les anges et c'est eux qui font le travail. Alors, un exemple de passage d'âme dans une maison, c'était une maison qui avait été vendue en viager à un couple. Et donc, le monsieur vivait encore là. Donc, ils avaient aménagé une partie de la maison. Le monsieur était là. Quand il est décédé, évidemment, pour un viager, la vente s'est faite au moment de la mort. Et par contre, la première chose qu'on a trouvée en faisant l'expertise géobiologique de cette maison, c'est la présence de cet homme qui était encore dans sa chambre, ce qui servait de chambre quand il était encore vivant. Et c'était un homme très en colère, très macho, qui ne supportait pas les femmes. Et notamment, la nouvelle propriétaire, il ne pouvait pas la voir. Et donc, c'était une pièce où cette femme disait qu'elle ne pouvait absolument pas ranger cette pièce. C'était une buanderie, elle voulait en faire quelque chose, elle n'arrivait pas du tout à l'aménager. Et en fait, il y avait la présence de cet homme qui était toujours en colère après les femmes, qui était là, qui ne voulait pas bouger, il était assez têtu. Donc, on a écouté ce qu'il avait à dire, on a temporisé un petit peu, on y a envoyé beaucoup d'amour. Et après, on a réussi avec le canal des anges à le faire passer dans la lumière. Il a réussi à passer après des négociations. En fait, j'étais très malade, j'étais de plus en plus malade, j'avais des maux de tête, des migraines, même à appeler le SAMU un dimanche, donc là ça a été un peu... Et je me suis rendu compte qu'au début où je suis arrivée dans cette région, j'étais beaucoup dehors, c'était l'été, j'étais au jardin, et à partir de l'automne, je suis beaucoup restée dedans. Et en même temps, je sentais des choses, je sentais des présences, j'avais essayé de faire un travail, mais voilà, j'avais mes limites. Et j'ai mis en relation un petit peu tous ces symptômes de maladie avec ce qui pouvait se passer ici. Dans cet immeuble qui date du Moyen-Âge, le village entier d'ailleurs date du Moyen-Âge, ce qui était intéressant, entre autres, on a rencontré quelques entités non humaines et aussi quelques âmes. Et on va dire que l'âme la plus intéressante a été rencontrée dans la chambre de la personne. Et c'était justement une âme humaine qui datait du Moyen-Âge. Il y avait la présence d'une femme, donc on l'a trouvée là, et il faut dire qu'avant mon lit était comme ça. Donc mon lit était exactement à ce niveau. Bon, c'est suite après, avant que vous arriviez, que j'avais changé déjà mon lit de place. Donc cette femme, en fait, elle était ce qu'on appelait faiseuse d'anges. Elle aidait les gens à faire partir les bébés non voulus. Et vraisemblablement, cette femme avait été condamnée et très certainement tuée à cause de ça. Et ce qui a été notable dans notre intervention, c'est qu'à partir de là, donc la dame qui nous recevait ainsi que Nathalie ont eu de très très grandes douleurs dans le ventre, toutes les deux. Et il s'avérait aussi que l'âme, on ressentait qu'il y avait donc une douleur au niveau de son ventre. Alors on ne sait pas trop si elle avait été torturée ou pas à ce niveau-là, mais en tout cas, le ventre faisait souffrir Nathalie et cette femme. Moi, de mon côté, par contre, je ne ressentais strictement rien. Donc on a pu comme ça, on va dire, remonter un peu son histoire et puis ensuite faire un protocole de réparation. J'ai eu une pêche d'enfer et je me suis sentie beaucoup mieux, légère, j'ai senti de nouveau de la joie en moi. Je travaille essentiellement en musicothérapie. Je fais donc appel au son, parce que le son, forcément, est fréquence. Hein. Et donc j'ai différents instruments au sens large qui sont à ma disposition. Dans un premier temps, je peux travailler avec les bols tibétains. Les bols que j'utilise sont des bols en 12 métaux, contrairement à la plupart des autres bols qui sont en 7 métaux, donc un alliage de 7 métaux.
J'ai choisi le 12 métaux parce que le son est beaucoup plus pur et la résonance des bols dure beaucoup plus longtemps. En règle générale, lorsque j'interviens sur, on va dire sur le corps physique de la personne, je pose les bols directement sur la personne, donc pour émettre des vibrations en elle. Donc on va travailler avec 3 bols différents. Ensuite, j'ai d'autres instruments qui sont les carillons, enfin les eucarillons plutôt, qui ont été fabriqués aux États-Unis par une chamane indienne. Alors lorsqu'on les écoute pour la première fois, en règle générale, je ne préviens pas la personne, donc elle a les yeux fermés et je mets les eucarillons près de ses oreilles. Et typiquement, elle a l'impression que toute une multitude de petites fées arrivent autour d'elle. Alors ça, ces eucarillons vont aider la personne à transmuter certaines énergies ou lorsque je frappe ces eucarillons, à faire sauter différents blocages. J'utilise aussi beaucoup le tambour chamanique, qui permet à la fin de la séance entre guillemets, de ramener les personnes sur Terre, parce qu'il ne s'agit pas de rester tout là-haut. Hein. Donc le tambour chamanique va aider les personnes à se réancrer, à se réenraciner. Après, le gong que j'utilise, alors en fonction des maillotches que j'utilise, va nous permettre parfois de plonger, en fait, voilà, de faire une descente intérieure, parfois vers ses peurs, parfois vers... c'est arrivé déjà que des personnes ressentent d'autres vies avec la résonance du gong. D'autres, lorsque j'utilise les petites maillotches, cela leur fait penser au cri des baleines. Donc il y a une immersion en fait dans le milieu marin et parfois aussi dans le milieu, on va dire, prénatal pour certains, où l'on peut encore retrouver des problématiques ou disons au moins des causes de problématiques. J'utilise aussi beaucoup le chant harmonique, donc où nous avons 2 tons. Et là, ces chants harmoniques permettent d'apporter beaucoup d'énergie. En fait, on a tout de suite une montée vibratoire, donc du taux vibratoire, autant pour moi que pour la personne. Et cela lui permet de se re-remplir d'énergie en fin de séance. De ces sons, c'est de faire bien sûr sauter donc les blocages, de faire sauter voilà, un petit peu tout ce qui peut être problématique pour la personne, et aussi de rééquilibrer donc ces harmonies et de réaugmenter donc la fréquence, le taux vibratoire de cette personne, parce que plus son taux vibratoire est élevé, et moins la personne a de risques de se faire, on va dire, déranger par telle ou telle énergie, voire même par telle ou telle personne de son entourage. Je propose en séance énergétique des massages vibratoires, qui sont des soins qui sont faits sur les corps subtils de la personne, c'est-à-dire que je ne touche pas le corps, je suis à 30-40 cm du corps. C'est un travail qui se fait avec l'arbre des séphirotes de la Kabbale hébraïque. Les séphirotes étant, bon, pour simplifier, parce que là on ne va pas faire tout un cours, ce sont des sphères d'énergie un petit peu comme les chakras. Et donc je vais d'abord, dans un premier temps, il y a une discussion avec la personne pour savoir où elle en est dans sa vie, quelle est la problématique rencontrée.
Je vais faire un diagnostic au pendule, toujours par rapport à ces séphirotes, et en fonction du résultat, on va faire donc un massage vibratoire où la personne est allongée, et moi je fais mon massage dans les corps subtils. Alors c'est quelque chose de très puissant qui part de la tête, donc depuis la connexion, jusqu'à l'incarnation, jusqu'aux pieds. Et c'est assez puissant comme soin. Il y a des personnes qui ont arrêté de fumer, qui se sont mis dans une vie beaucoup plus centrée sur eux-mêmes. Bon, surtout les personnes qui viennent régulièrement, qui font à peu près une séance par mois. Là, on sent sur les mois, on sent vraiment la progression de la personne, qui est beaucoup plus apaisée, beaucoup plus en accord avec elle-même, donc du coup en accord avec les autres, avec son travail, dans sa vie. Déjà, on ne voit pas les élémentaux, nous personnellement. Nous ressentons leur présence. Et ensuite, nous pouvons vérifier leur présence, toujours pareil, à l'aide d'outils comme une baguette, pendule, etc. Mais aussi tout simplement avec les mains. C'est-à-dire que les élémentaux, comme beaucoup d'autres énergies, changent la densité de l'air lorsqu'elles sont présentes à un endroit. Ce qui fait que la densité de l'air changeant, vous avez, quand on approche les mains, on va trouver une limite entre cette densité de l'air, entre cet air plus dense par rapport à la présence, et l'air, on va dire, hors présence. C'est comme quand on met par exemple les mains sur un ballon, quoi. Il y a quelque chose qui fait que ça retient, et là c'est un petit peu la même chose. Et suivant les personnes, le ressenti va être différent. Il y en a qui vont sentir donc, soit une densité très forte, soit des picotements, soit de la chaleur, soit du froid. Ça, c'est vraiment personnel à chacun. C'est ça. Et ce qui permet justement de vérifier physiquement la présence de tel ou tel être. Après, nous avons rencontré des stagiaires, en général plus jeunes que nous, qui ont donc d'autres capacités d'éveil, et qui, eux, voient, en fait, et pas seulement avec le troisième œil, ils voient des présences, donc des formes plus ou moins précises, parfois très, très précisément, et ils voient des formes d'êtres de la nature, ou même parfois des âmes, carrément. Ça, c'est, on va dire, une nouvelle génération montante d'enfants, d'adolescents, comme je dis souvent aussi, de jeunes adultes, qui ont d'autres capacités. Et à ce moment-là, notre rôle est plutôt toujours pareil, de les aider à s'ancrer, parce que les trois quarts du temps, ces personnes viennent nous voir, pas pour qu'on les aide à voir, parce qu'elles savent le faire même mieux que nous, mais tout simplement parce qu'elles ne savent pas ce qu'elles voient. Elles ne savent pas quand c'est dangereux, si c'est amical ou quoi que ce soit. Elles ne savent pas quoi en faire. Elles ne savent pas non plus comment communiquer. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, nous on aime bien ce rôle qui nous permet justement de les aider en fait, à ne pas se faire abuser, et puis à pouvoir profiter de ces rencontres qui sont quand même exceptionnelles, et en même temps pour que tout se passe bien dans le meilleur des cas, quoi. Donc nous, à notre niveau, on ne les voit pas avec nos yeux humains, mais on les ressent. On commence d'abord par les ressentir, et après on les voit avec le troisième œil. Ce que nous rencontrons le plus souvent, ce sont ceux que nous connaissons finalement par les légendes. Donc on va rencontrer des êtres qui appartiennent aux quatre éléments, air, terre, eau et feu. Et en toute honnêteté, moi je me suis toujours demandé, les personnes, les écrivains des contes, enfin notamment des légendes plutôt, qui parlaient des nains, qui parlaient des fées, etc. Je me suis toujours demandé si ils écrivaient ces légendes et les décrivaient parce qu'ils les avaient vues, ou si tout simplement les autres êtres se présentent comme ça parce que effectivement cela correspond nous à l'image que nous nous en faisons. Bon, je pense que ça marche dans les deux sens en fait. Et c'est vrai qu'on va avoir quand même dans nos stages plus tendance à rencontrer des nains, des elfes, des gnomes, fées, dragons aussi, bon, qui ne sont pas des esprits de nature mais qu'on considère malgré tout dans ce genre-là. Alors il faut vraiment être très, très clair, c'est que ce sont des énergies. Nous, après, le nain, on va se le représenter avec un chapeau sur la tête, une barbe, etc. Mais ça, c'est notre croyance humaine. Énergétiquement, le nain ne se présente pas comme ça. Ça va être un grand cylindre
d'énergie pure. Voilà. Après, nous avons l'image du nain parce que lui-même va nous envoyer cette image pour que nous puissions comprendre que c'est une énergie de nain. Hein, faut vraiment être clair par rapport à ça, quoi. Après, des formes, même dans les arbres, des formes, il y en a vraiment des centaines et des centaines, quoi. On peut en rencontrer en ville, hein, le moindre petit parc, le moindre arbre. Bon, c'est sûr qu'il y en aura plus en forêt de Brocéliande ou dans des lieux un petit peu sacrés comme Stonehenge ou autre. Mais on peut en trouver, il y en a partout, on peut en trouver partout. Et comme ils sont très heureux de collaborer avec nous, dès qu'on émet le souhait ou l'intention d'entrer en contact avec eux, ils sont ravis, ils arrivent. Je me rappelle les premiers stages, je me disais, oh là là, est-ce qu'il va y en avoir et tout. Et puis en fait, on n'avait même pas le temps d'aborder leur sujet, qu'ils étaient déjà là et qui piaffaient l'impatience derrière la baie vitrée. On va leur apporter la concrétisation dans la matière. Par exemple, une plante qui a besoin d'engrais, et bon, on n'est pas jardinier, on n'en sait rien. Eh ben, l'esprit de la plante ou un esprit de la nature qui est proche de cette plante va pouvoir nous transmettre l'information, dire ben voilà, cette plante elle a besoin d'eau, d'engrais, de je ne sais trop quoi. Il va y avoir une communication dans ce sens-là. Et par contre, qu'est-ce qu'eux nous apportent ou qu'est-ce que nous on leur apporte, tout est tellement lié que... Ça apporte de la joie. Oui, déjà de la joie. Déjà, de la joie. Ils peuvent nous apporter aussi des conseils, hein, voilà, comme disait Nathalie, pour le jardinage, mais pour d'autres choses. Même dans la vie courante, en fait. Hein, ils peuvent servir aussi de conseiller, en fait. Donc toujours attention aussi de ne pas se laisser, trop guider par un conseiller X. Hein. Nous gardons de toute façon notre libre arbitre et c'est nous qui décidons de ce que nous faisons ou de ce que nous ne faisons pas. Ça aussi, c'est important, il faut le préciser. Ils nous apprennent aussi vraiment à respecter la nature. Oui. Moi, je ne peux plus voir un brin de papier dans les bois sans le ramasser. Enfin bon, je le faisais avant, mais il y a vraiment un besoin de respecter la nature qui est de plus en plus fort grâce à eux. Et je pense que si tout le monde se met un petit peu à l'écoute des esprits de la nature, eh ben on aura une planète un petit peu plus propre et un peu moins polluée. Et je pense que leur rôle aussi, il est à ce niveau-là. Il y a une chose aussi importante, c'est que tous ces êtres peuvent être de dimensions différentes, donc de fréquences différentes. Et bon, tout le monde sait, on va dire aujourd'hui, que nous sommes dans la 3e dimension, qu'on est en train de changer de dimension, etc. Mais l'humain a une capacité, pour une fois, qui peut servir à quelque chose, qui est de pouvoir communiquer avec les différents êtres de différentes dimensions, ce qui n'est pas forcément leur cas. Ce qui fait que lorsqu'un être ou un environnement d'un être de la nature a son environnement pollué par une autre énergie d'une autre dimension, il ne peut pas intervenir. Il ne peut pas pallier à cette pollution. Alors que si nous sommes en contact avec lui, nous pouvons dans ces cas-là intervenir sur cette autre dimension ou demander à un 3e être d'intervenir sur la dimension polluante. Et ça nous est souvent arrivé d'intervenir comme ça pour des pollutions qui étaient notamment sur des arbres et dont les êtres qui habitaient ces arbres souffraient. Et du coup, on pouvait enlever la pollution et ramener l'équilibre au niveau de l'arbre. Le premier, de toute façon, par lequel il faut impérativement passer, est le stage ressenti, qui permet de découvrir les protocoles de ressenti, de travail et aussi de communication avec les différentes énergies auxquelles on va être confronté. Donc ça, pour le stagiaire, déjà, cela lui donne une base de travail. Et puis aussi, nous abordons donc l'ancrage. Comme je disais précédemment, c'est capital lorsque l'on travaille dans ce domaine, vraiment d'avoir les pieds sur terre, donc d'être véritablement ancré, d'avoir ses racines vraiment profondément enfouies dans la terre, pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Et puis aussi, toujours pareil, savoir ce que l'on fait. Donc ça, c'est le premier stage. Ensuite,
Ça donne directement accès au stage de la découverte. Enfin, au départ, nous l'avions appelé communiquer avec la nature. C'est plus précisément la découverte des esprits de la nature et des différentes énergies qui sont dans la nature. Donc là, on va apprendre à découvrir ces êtres et à communiquer avec eux. Ensuite, nous avons 3 stages de suite, 3 modules qui permettent d'aborder la géobiologie. Donc le premier sera consacré aux phénomènes telluriques. Le deuxième module sera consacré aux âmes humaines, entités non humaines et la mémoire des murs. Et le troisième module nous permet on va dire une révision des 2 premiers. Et aussi, nous intervenons directement dans 2 maisons, chez des personnes où là, donc, on va faire une harmonisation complète avec les stagiaires pour qu'ils puissent vraiment voir comment ça se passe en vrai. Et tout récemment, nous avons mis un dernier stage aussi, qui va être développé dans différentes régions, qui est la géobiologie sacrée. Et là, nous visitons des lieux donc, vibratoirement élevés. Cela peut être des églises romanes, des lieux néolithiques, etc. Et où l'on va en fait un petit peu décortiquer comment fonctionne le lieu. Mais surtout, l'objectif, c'est vraiment de se mettre en contact avec les énergies, avec les présences qui seront sur ce lieu. Et ça fait, je dirais, ça fait 2 jours où on reçoit des douches énergétiques très très puissantes. Tout le monde peut participer à nos stages, c'est ouvert à toutes les personnes. Notamment le premier stage énergie ressentie et taux vibratoire, où comme le disait Jean tout à l'heure, on va travailler essentiellement avec les mains. La main qui va se mettre sur notre champ d'énergie vitale autour de nous et qui va ressentir ce champ comme quand il s'expanse ou quand il se rétrécit en fonction du phénomène rencontré. Si on rencontre un phénomène qui est waouh, qui est super, énergétiquement très fort et tout ça, notre champ d'énergie vibratoire va s'expanser. Donc la main va avoir tendance à s'ouvrir avec le champ. Et inversement, quand on tombe sur quelque chose un petit peu pas très sympathique, on va dire, le champ va se rétrécir et à ce moment-là, on va sentir que la main se rétrécit. Donc la main, c'est vraiment c'est la prolongation de notre corps. En fait, à la limite, on n'a pas besoin de pendule et de baguette. C'est vraiment notre corps qui ressent les choses. Mais on travaille aussi avec les baguettes et le pendule parce que certaines personnes sont plus à l'aise avec les mains, d'autres avec la baguette, pendule. Donc c'est vraiment très particulier à chacun. Par rapport au respect des plantes, des arbres et de la nature en général, c'est qu'au-delà, bon, bien sûr, de ne pas la polluer, c'est que si l'on doit couper un végétal, quel qu'il soit, donc plante et d'une manière plus importante un arbre, il est important de demander, on va dire au moins par politesse, l'autorisation, même si on n'est pas en mesure d'entendre la réponse. Et de toute façon, s'il faut couper un arbre, bah voilà, il faut couper l'arbre. On est quand même, enfin, faut vivre aussi. Mais par contre, il est vraiment capital de s'adresser à l'arbre en s'excusant, en lui expliquant que c'est aussi, nous on a besoin de vivre, donc si on a besoin de le couper, on le coupe. Mais en même temps, de le faire avec respect, avec conscience, et de s'adresser aux êtres qui habitent, donc notamment les faunes, qui habitent les arbres, en les prévenant à l'avance. Alors ça va peut-être en faire sourire certains, mais le fait de pouvoir le prévenir à l'avance, le faune va pouvoir déménager et aller dans un autre arbre. Sinon, on va se retrouver avec tout un tas d'SDF faune, et ça crée un déséquilibre. Et c'est pour ça que parfois, quand on se promène dans certaines forêts, eh bien, on sent la tristesse et la désolation, alors que dans certains bois qui sont même par chez nous, où les arbres sont aussi coupés, il reste malgré tout un certain équilibre et une certaine harmonie. Parce que on a fait attention, les bûcherons sont intervenus en conscience, et que nous, derrière aussi, on a fait un travail auprès des faunes. Vraiment, c'est le jour et la nuit au niveau des énergies qui peuvent être à ce moment-là dans les lieux. Donc la prochaine fois que vous coupez une petite fleur, pensez-y, remerciez au moins la petite fleur d'être là, d'exister. Et puis voilà, bon, vous pouvez aussi vous faire plaisir, hein, c'est pas interdit. Tout simplement d'avoir l'intention d'amour et de respect, voilà, tout simplement. Il nous arrive d'avoir en soins ou en stage des jeunes qui fument autre chose que des cigarettes, hein.
de la marijuana ou du shit. Bon, on a tous fumé, hein, moi la première, je veux dire, il n'y a pas de moralisation à avoir là-dessus, mais il faut savoir quand même que ça crée des failles dans l'aura et l'alcool aussi, l'alcool également, bon, pas évidemment, pas un verre par jour, hein, mais trop d'alcool ou trop de fumette, ça va créer des failles qui vont faire que les entités vont passer par là et pouvoir squatter la personne. Donc c'est vraiment, c'est quelque chose, si on peut éviter, c'est quand même important.